Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui, je me trouve chez Origine Cycle à Somain. J'ai été invité par Stéphane de l'excellente chaîne Gravel Bike. Salut tout le monde! Grâce à lui, je vais pouvoir visiter l'usine en VIP et puis vous faire découvrir un peu plus le Naja. Donc c'est un VTT tout suspendu de la marque. Allez, on va visiter tout ça. C'est parti! Bon alors je me présente, je suis Victor, conseiller technique Origine. Aujourd'hui je vais vous présenter donc notre modèle de VTT tout suspendu, donc le Naja, qui va être un VTT tout suspendu aluminium. Donc ce VTT, qu'est-ce qu'il aura comme principale caractéristique? Eh ben, c'est sa polyvalence. Hein. Ce VTT, donc, il a été conçu pour prendre du plaisir sur tous les terrains. Donc vous aurez le choix de le monter avec une fourche donc en 120 ou en 130, finalement selon ce que vous souhaitez, selon votre pratique. D'accord. Donc c'est un vélo qui est fait pour être à la fois très bon sur des terrains, on va dire un petit peu typés cross-country, donc qui sont roulants sur des bosses, des montées. Voilà, c'est un vélo qui reste dynamique. D'accord, donc c'est plus ce que moi je fais aujourd'hui. Voilà. Je suis vraiment dans le cross-country. Mais de temps en temps, effectivement, je vais sur les terriges ou dans les forêts, je m'amuse. Voilà, c'est un vélo qui va être très à l'aise sur des sauts, sur des gros dérapages, ce genre de choses. Il est vraiment fait pour passer partout en fait. Hein. Donc encore une fois, le mot d'ordre sur ce vélo, ça va être sa polyvalence. Donc il a été conçu avec un amortisseur RockShox, qui a été travaillé en collaboration avec Origine évidemment. Le gros travail qui a été fait sur ce vélo, évidemment, c'est pour avoir un gros dynamisme. Je pense que vous le savez, sur un VTT tout suspendu, c'est éviter tous les phénomènes de pompage. Donc ça a été j'ai envie de vous dire, le plus gros travail sur ce vélo, voilà, pour avoir un vrai dynamisme, évidemment, se rapprocher le plus possible sur ce point de vue-là d'un semi-rigide finalement. D'accord, ouais. C'est ce qui est intéressant. Moi, j'ai un Scott Spark. Ouais. RC 900 comp, et c'est ce qui m'a tiré justement dans ce modèle parce que on perdait pas de rendement en pédalage. Voilà. Et en même temps, quand on ouvre tout, on peut un peu plus rouler engagé. C'est ça. Donc c'est ce qui me plaisait. Et donc là, on est à peu près dans une formule similaire. C'est ça. L'idée, ça a vraiment été de proposer ce compromis pour aller chercher cette polyvalence dont je vous parlais au début. Oui. C'est avoir un vélo qui est capable de tout faire. Et de tout faire bien surtout. Après évidemment il est doté de différentes technologies. Hein. On est sur de l'aluminium 6061, donc un aluminium vraiment assez haut de gamme. On a un traitement triple butted et donc avec un traitement thermique T4 T6. Pour l'instant aujourd'hui il est proposé qu'en aluminium. Pour le moment, alors le Naja restera un modèle aluminium dans tous les cas. Oui. Effectivement, il est qu'en alu. Encore une fois, c'est cette recherche de polyvalence sur ce modèle-là bien précisément. D'accord. Oui. Qui nous a amené à ça. Évidemment, on a des modèles carbone qui vont être là, typiquement le Théorème, qui est un modèle pur cross-country et uniquement en carbone. Ah, le Théorème uniquement carbone, d'accord. Tout à fait. Et donc, il y aura deux versions, le modèle GT et le modèle GTR. Si je devais les présenter rapidement, le modèle GT, ça va être vraiment le compromis entre confort d'un côté et performance de l'autre. D'accord. Donc voilà, on a un vélo finalement qui est très accessible, mais qui reste pour un pratiquant un peu plus expérimenté, très joueur, et il pourra se faire plaisir avec. Et après, on a le GTR qui là va avoir un côté, on va dire, vraiment plus joueur, plus nerveux, plus dynamique. Oui. J'ai envie de dire. C'est un peu comme les voitures, le R, c'est le côté sport. C'est le côté sport, exactement. Ouais, okay. Et il va avoir un côté, j'ai envie de dire, presque plus destiné aux compétiteurs. Même si c'est un vélo qui garde la philosophie Origine, donc on a toujours cette notion de confort qui reste là, évidemment. Ok. Donc, en termes de fourche, tout ça, donc sur le configurateur, je suppose qu'on peut être amené à avoir... on a qu'un seul modèle de fourche, on est sur de la... C'est quoi? C'est de le RockShox? Alors, vous avez le choix. Alors, premier choix à faire, effectivement, c'est 130-120. Mais parmi ces fourches, vous avez différents modèles. Donc effectivement, on travaille principalement avec RockShox pour le moment au niveau des fourches. D'accord. Donc vous allez retrouver différents modèles de la gamme, que ce soit de la Recon, de l'acide Ultimate. D'accord. Voilà, vous allez retrouver un panel disponible évidemment, et en fonction de votre pratique, votre niveau, vous allez pouvoir... Et puis du budget aussi qu'on veut allouer. Évidemment, c'est de faire l'ensemble cohérent, et donc voilà, vous avez ce choix-là qui est disponible, que ce soit au niveau de la fourche, mais aussi des autres composants, évidemment, que ce soit votre transmission, vos périphériques, etc. Celui-là, c'est un modèle de démonstration, c'est ça? Ça, c'est un modèle d'expo, donc on est sur
Une configuration là qui pour le coup est, on va dire, quand même typée assez engagée. On a du pneu de 240, on a une fourche en 130, on a la Pike donc de chez RockShox. On a une tige de selle télescopique. D'accord. Ouais. Donc ça pareil, c'est au choix, vous pouvez en mettre une ou pas, tout simplement. Donc là, dans la configuration telle qu'il est, on n'est plus vraiment sur du trail, on est plus sur de l'enduro, on va dire. Ça reste un vélo de trail, hein, ouais, évidemment, mais ouais. on va dire que là, on va accentuer son côté, effectivement, terrain accidenté, vélo pour faire de l'engagé. D'accord, ok. Là, on a quand même, évidemment, une excellente paire de roues chez DT Suisse. On a une très bonne fourche, la Pike Select, et puis un groupe XT ouais. dont la renommée n'est plus à faire. Et puis, on a quand même une tige de selle aussi télescopique RockShox, et donc avec un système hydraulique, donc idem. On est déjà sur un modèle effectivement en termes de configuration qui est assez haut de gamme là pour le coup. En termes de poids sur le Naja, on tourne autour de combien en général en moyenne? Alors ça va évidemment dépendre des configurations, mais pour faire simple, vous allez tourner sur le Naja, si je prends une fourchette, entre 11,5 kg et 13 kg. Après ça peut être un petit peu plus, un peu moins, ça dépend des équipements, mais voilà, la fourchette elle va être à peu près celle-là. En termes de selle, j'ai remarqué que vous étiez souvent sur la selle Italia. Oui, donc au configurateur, évidemment, on travaille beaucoup avec selle Italia, on travaille aussi avec Prologo. Donc ce modèle-là particulièrement, c'est la SLR Boost X-Cross. Donc effectivement, c'est un modèle qui est assez réputé, hein, donc on le retrouve sur beaucoup de configurations, que ce soit les notes, le client, c'est une selle qui est vraiment, c'est une selle courte, assez large sur l'arrière, avec un rail titane, donc qui est vraiment assez confortable, qui est aussi plutôt simple à nettoyer. En plus pour le VTT, c'est une selle qui est renforcée sur les côtés, donc c'est une selle effectivement que vous allez retrouver pas mal sur des configurations. Après évidemment le choix de la selle il se fait toujours en fonction de la morphologie, de chacun, et puis aussi de ses habitudes, de ses goûts. Donc c'est pour ça que sur le configurateur vous avez un choix très important en termes de selle qui vous laisse de nombreuses possibilités. Ok, ça marche. Et toi concrètement, tu as roulé sur le Théorème et sur le Naja? Tu as pu les tester, voir un peu J'ai pu tester les deux, effectivement. On est sur des philosophies qui sont un petit peu différentes. Évidemment, le Théorème aura vraiment un pur caractère cross-country. Hein. C'est un pur vélo de cross-country, semi-rigide. J'ai envie de dire, si on prend le GTR, c'est une petite boule de nerf. Hein. C'est un vélo qui ne demande qu'à être lancé. C'est un vélo qui est ultra joueur, qui est très dynamique. Là, encore une fois, sur ce vélo, quand on monte dessus, ce qu'on comprend tout de suite, c'est sa polyvalence. C'est un vélo qui va rester assez joueur, assez nerveux, mais c'est un vélo qui est capable d'encaisser aussi des gros chocs, des sauts, sur lesquels on peut prendre du plaisir dans des descentes, sur des terrains qui vont être beaucoup plus engagés, en montagne, etc. Donc, c'est des vélos avec une philosophie différente, qui sont faits aussi pour des usages différents. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Mais de rien, c'était avec grand plaisir. Merci à toi. Donc moi je récupère le package technique des ingénieurs. Donc en fait ils ont déterminé la géométrie du vélo. Donc ils ont fait un benchmark en fait, de tout ce qui existe sur le marché. En fait j'ai les encombrements des roues avec une marge extérieure. J'ai les cassettes, j'ai le tube de selle, j'ai l'amortisseur par exemple sur un tout suspendu. J'ai la hauteur de douille de direction, j'ai la position du pédalier et bien sûr les axes d'amortisseur. Et donc moi après le but c'est de relier tous ces points par le design quoi. Donc je vais dessiner le design du cadre. Ouais. D'accord. Donc il y a une grosse phase de dessin sketch, de sketch au crayon. Et puis après on passe directement en 3D. Et puis pour valider les formes en réel, on fait de l'impression 3D à partir de ces conceptions. Il te faut à peu près combien de temps pour réaliser ce genre de structure, de cadre? Quand on part de zéro sur un nouveau modèle, entre les premières esquisses et le modèle final prêt en production, il y a un an et demi. Et pour un renouvellement de cadre pour une version 2, c'est beaucoup plus rapide, puisqu'on part en fait de la première modélisation. Et puis ça va être de l'évolution technique et un peu stylistique. Donc ça prend entre 4 et 6 mois. Alors là par contre, tu as commencé à travailler, c'était plus sur une structure alu. Est-ce que la démarche aurait été la même sur une structure carbone? Ah non, parce qu'en fait le process est totalement différent. D'accord. Donc on a beaucoup moins de liberté sur un cadre alu. Et puis on a la contrainte aussi des soudures.
Oui, aussi. Là où tout le design s'exprime dans le carbone sur justement les jonctions, la continuité entre les tubes. On peut créer vraiment l'ADN de la marque. D'accord. C'est plus compliqué sur un alu. Et alors si on veut être designer d'objets de vélo, il faut faire quelles études? Alors moi je suis issu de l'ISD à Valenciennes, l'Institut supérieur de design, du groupe Rubika, et en général c'est 5 ans. Okay. Après c'est moi qui me suis spécialisé dans le vélo, j'étais dans une section transport. D'accord. Tu étais passionné de vélo, donc c'était la suite logique de ton cursus. Exactement. Et toi, tu pratiques quoi alors? Plutôt VTT, gravel, route, à la base, ou les trois? j'étais cross-country, maintenant je suis plus gravel. D'accord, tu suis un peu la tendance de tout le monde. Bon, en toute transparence, moi je suis plutôt un gars issu de la com, comme je suis graphiste. Donc forcément, je suis plutôt du genre à regarder les stickers et la déco sur un vélo avant de regarder la transmission. Donc voilà, c'est pour ça que je pose autant de questions autour de la formation et du design. Donc en fait, pour l'inspiration, avec Vincent, on se crée une mood board qu'on alimente très régulièrement, enfin quasi tous les jours. Donc on fait le tour en fait des sites de design, des sites automobiles, d'objets, de création. On vient collecter toutes les images qui nous inspirent. D'accord. Donc autant en termes de surface, de couleurs, d'association de couleurs, d'ambiance. Donc là on peut retrouver par exemple les inspirations de couleurs qu'on a utilisées pour le fraction. Des jaunes, des verts, des bleus un peu perlés, des rouges très profonds, des verts pastels. Ouais, ça se limite pas qu'à la culture vélo. On essaie d'aller voir plus loin que le vélo justement. D'accord, Pour pas rester vraiment enfermé. Et donc ensuite, vous êtes sur les crayonnés, c'est ça? Sur les différents prototypes? Ouais, c'est ça. En fait, quand on reçoit en fait le package technique des ingénieurs, la première étape, ça va être le sketch au crayon. Pour valider des premières esquisses. À partir de ces premières esquisses, on va créer une première base en 3D qui va nous permettre d'appréhender en fait les formes, les sections des tubes et aussi trouver des solutions esthétiques aux problèmes d'encombrement. D'accord. Parce qu'il s'avère que, par exemple, le plus compliqué sur un hardtail, par exemple, c'est l'intégration en fait des sections de pneus, dont la norme est toujours plus grosse ces dernières années. Et l'intégration des encombrements de pédaliers et de manivelles. Donc, du coup, on est obligé d'avoir une base qui est très fine, qui s'écarte. Faut jouer au serpent, quoi. Ouais, puis vous êtes obligé de vous adapter aussi en fonction des périphériques qui eux aussi évoluent. Ouais, exactement. Donc c'est toutes ces évolutions-là qu'il faut prendre en compte. Et puis après, c'est plein d'allers-retours avec les ingénieurs pour valider, c'est de la discussion aussi. Oui, parce qu'entre le dessin et la faisabilité et l'industrialisation, je suppose que c'est un peu comme dans toutes les sociétés comme l'automobile. Il y a aussi une question de mise en production et de coût aussi. On sait que des nervures, ça va être beaucoup plus coûteux en termes de moule, plus difficile à démouler et tout que des surfaces. Des surfaces rondes. Au niveau du graphisme, parce que c'est vrai qu'apparemment on peut personnaliser aussi sa déco, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça. Mais en termes de conception de graphisme, d'écriture, de typographie, parce que j'ai vu effectivement sur le Naja, j'ai vu de la déco aussi autour du logo. C'est toi aussi qui fais ce genre de choses? Moi aussi. D'accord, Ah bah bravo, parce que c'est très beau. Si. Donc tu fais tout à la tablette? Ouais, quasiment tout. Donc en fait, c'est un film rose, c'est de la cellulose qu'on met dans un bain-marie et on sort et qu'on vient poser. Et puis à l'étuvage, en fait, tout ce film rose avec les traces bleues s'enlève. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, le but, c'est que les décos en fait soient le plus facile possible à poser par les opérateurs de production. Donc du coup, il y a les indices de taille. Donc là par exemple c'est le tube diagonal de théorème. Donc en fait on met des traits pour signifier le centre. Et puis la pose se fait en fonction du... D'accord, c'est pour faciliter le travail de la pose. Ouais, la vis de porte-bidon et puis en fait donc il y a les tailles qui sont indiquées. Comme ça tous les vélos sont pareils. Et donc tous les petits graphiques ici, là, tout ce qui est ajusté... Donc ça c'est... on est sur le Naja. Et donc ça c'est toi qui as créé par Exactement. rapport à... La typo, le logo aussi du Naja, c'est toi aussi? Ouais. D'accord.
Ouais. Super. Donc on fait beaucoup de créa. Ouais, j'imagine. On part pareil de moodboard, d'images qui nous inspirent, et puis en fait on vient essayer de... Donc c'est toi qui crée l'identité graphique du produit. Entre autres. D'accord. Avec Vincent. Avec Vincent, d'accord, ok. Alors cette fois-ci, tu nous emmènes sur le configurateur. Oui. Donc là, pour prendre l'exemple du trail, tous les composants qui sont ici sur les côtés, ce sont des images en fait qui sont seules. Donc on va avoir une image de jante, une image du pneu, une image de la transmission, et en fait on va les superposer. Comme des calques sur Photoshop. On a une base en fait du cadre en 3D. Ouais. Donc on vient simuler toutes les teintes qu'on a. Et puis après on vient poser chaque élément indépendamment. Donc tout ce qu'on voit sur le site internet, c'est de la 3D. C'est des choses que tu as développées et qui permettent de se servir après d'un configurateur. Ouais, en fait c'est un mix 3D image. D'accord. Ah oui. Okay. Donc en fait on récupère les images de nos partenaires, des différentes marques, Shimano, Continental, Fulcrum par exemple. Ouais. Et donc on vient travailler les images pour qu'elles soient homogènes. Par exemple, le pneu a été pris par Continental, ils ont un studio photo avec des éclairages. Ouais. Sauf que l'éclairage, il n'est pas forcément adapté. L'éclairage entre chaque pièce est différent. Donc le but, c'est de l'homogénéiser pour le configurateur. Et je peux dire que c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot, pour travailler dans le domaine, je sais ce que c'est. Un client va sur le configurateur, il peut se projeter très rapidement sur le rendu final, parce que voilà, on n'est pas uniquement que sur de la 3D. Donc là, on est vraiment sur la base du configurateur que l'on retrouve sur Internet. Ouais, exactement, là c'est le site Internet. C'est le site Internet. Donc là, je suis en train de régler en fait des positions de gaines, parce qu'elles n'étaient pas tout à fait ajustées, elles décalaient un peu. Et donc ça, c'est toi qui corriges sur l'image sur le configurateur. En fait, l'administration. Donc par exemple là, la transmission. En fait, c'est un jeu de coordonnées. On vient placer. Donc on a une croix qu'on vient placer avec des coordonnées et tout s'ajuste. Par exemple, les pédales, on va mettre. C'est super intéressant. La croix. On est vraiment dans les coulisses de la mise en forme. Ouais, exactement. Donc là, c'est le même configurateur, mais sur Photoshop. D'accord. Donc là, techniquement, je peux changer, par exemple, les transmissions. Si on veut mettre du GRX 800, voilà. Là, par exemple, on peut le mettre en vert, on peut le mettre en bronze. Bah écoute, merci Alexandre pour toutes ces explications. Merci à toi. C'est vraiment intéressant. Et avec plaisir. Ça m'a vraiment plu de découvrir les coulisses de la mise en forme de tout ça. C'est bien ce qu'ils font. Ouais, c'est super beau. Mais t'avais pas joué là alors? Elle était beaucoup plus petite. Ouais. Voilà, Et là, c'est une sacrée tablette. Hein. Un vrai truc de geek, ça. Ah ouais, j'adore. Voilà. J'adore. Donc là, on est sur la chaîne de montage, la cabine de peinture qui est tout au fond, où les vélos sont peints à la main un par un. Donc avec les couleurs standards et les couleurs personnalisées que peuvent demander les clients sur le configurateur. Ensuite, on a une salle qui est dédiée à la pose des transferts de tous les décors. D'accord. Ah bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça, ouais. Donc ici, on est en zone logistique où on a tout le stock, tous les composants qui vont servir ensuite à monter les vélos. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de répondre à toutes les demandes malgré la pénurie? On est capable de répondre à toutes les demandes. Après, les délais vont dépendre des approvisionnements. D'accord. Ouais. Et en fait, tous les délais sont annoncés sur le configurateur. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et ensuite, voilà. Et les commerciaux ensuite rappellent les clients après chaque validation de commande. Souvent, les clients appellent même avant de valider pour refaire une synthèse de la configuration et s'assurer des disponibilités. Et ensuite, les conseillers commerciaux font aussi des recommandations si par exemple une cassette n'est pas disponible dans la denture demandée par le client. On peut retrouver un équivalent. Voilà, s'il y a 2 dents près, on peut gagner 3 mois sur la livraison du vélo. Parfois le client choisit de gagner du temps, parfois il choisit de rester sur sa configuration. Mais voilà, les conseillers sont là pour donner les possibilités et les délais de toutes les pièces si besoin. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais on est quand même dans un espace où il y a beaucoup de racks et tout est bien rempli, tout est bien chargé. On est sur des caisses qui sont ici en attente d'aller dans la partie montage. Donc en fait,
Dans chaque caisse se trouve la commande d'une personne qui attend le montage de son vélo. Et donc ce qui est intéressant, c'est que celui qui va monter ton vélo, et ben, toutes les pièces sont déjà prêtes à être installées sur le cadre. Donc on voit bien les roues en dessous et les différentes pièces qui sont attribuées avec les fiches. C'est top, c'est bien optimisé. Donc là on a la cabine de peinture. Donc c'est ici que tous les vélos sont peints à la main. Donc là on a un de nos peintres qui est au travail, donc avec une première sous-couche qui est appliquée sur tous les cadres, et ensuite les différentes couches de peinture selon que ça soit monocolore, bicolore, avec les finitions satinées ou brillantes. D'accord. Donc là par exemple on a un Naja. Un Naja ici là, qui sort de la cabine de peinture, donc il n'y a pas encore ces décors qui sont posés dessus. Et donc ensuite donc chaque vélo passe au contrôle qualité, on vérifie qu'il n'y ait aucun défaut de peinture avant de poser les décors dessus. D'accord. Donc là les cadres sortent du séchage. Alors ton premier travail sur le Naja, qu'est-ce que c'est là ce que tu es en train de faire pour expliquer un petit peu? Donc là je suis en train de dégrainer la peinture, c'est-à-dire que je vais enlever toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir pour qu'elle soit parfaitement lisse. D'accord. Pour pas que le transfert bulle après pendant l'étuiage. D'accord. Donc là le cadre vient de sortir de séchage. Il faut combien de temps à peu près pour une pause de transfert? Ouais, pour une pause de transfert. Ça peut aller de 10 à 20 minutes selon la complexité de la déco. Là j'ai terminé. Ah t'as déjà fini? Donc la déco est finie. Ah oui effectivement ça va très vite. Bien joué. Et ben merci Victor. Bah de rien, merci à toi. Et voilà, un beau Naja qui va bientôt retrouver son propriétaire. Donc les différents tubes que l'on voit juste ici, ce sont les différentes commandes des clients. Donc tous les vélos avec le bout de papier sur le cadre, c'est un vélo qui va partir au montage. Ouais, ils ont tous chacun leur petite étiquette pour pas se perdre. Et après donc on retrouve les caisses qui sont ici, juste là, avec le montage final. Ici on a tous les cercles aluminium ou carbone de nos jantes primales. Oui. Donc à la fois les gammes road, gravel et VTT. Et ensuite on a les opérateurs qui viennent monter la roue, qui viennent la rayonner selon la gamme avec les différents rayons, les différents moyeux, qui viennent faire tout le rayonnage, le réglage de tension. En fait c'est monté à la main, oui. Mais avec des appareils industriels de qualité pour avoir justement un réglage précis de tension. Et puis pour pouvoir produire les quantités, puisque comme on peut le voir, on a énormément de demandes également sur les roues. Donc on s'est équipé d'outils pour produire dans les quantités nécessaires, tout en gardant cette qualité du montage à la main par nos opérateurs. Donc là c'est vraiment la partie montage où chaque opérateur prend la caisse et assemble le vélo pour qu'il soit prêt à être expédié au client. Donc là tu es en train de faire le montage de quel vélo? Là je suis en train de faire un Tuxedo. Un Tuxedo, ouais. Il te faut à peu près combien de temps pour faire le montage complet d'un vélo comme ça? Un montage complet d'un vélo de ce type là c'est 50 minutes. 50 minutes? Ah ouais. Moi je mets 1 heure à bricoler un truc sur le mien. Bravo. Donc toi aussi tu mets 50 minutes pour faire le montage d'un vélo, c'est ça? Ouais c'est ça, ouais. En moyenne. On est formé pour. Moi quand je dois faire un montage, je regarde un tuto YouTube déjà, ça me prend 1 heure. Après je bricole, il manque des outils. Après je sais pas faire. 1 heure pour mettre le pédalier. Ouais c'est ça. Bonne continuation. Merci. Une fois que le montage est terminé, les vélos sont mis en carton pour être expédiés chez le client directement. Donc le vélo est entièrement monté et réglé. Il suffit simplement de remettre le cintre droit et de mettre la roue avant. Et le vélo est prêt à rouler.
Donc ça c'est bon pour moi parce que moi qui suis nul en mécanique, voilà. J'ai pas grand chose à faire. Il y a aussi des clients qui choisissent de venir à l'usine pour retirer leur vélo, retirer leur commande. Donc voilà, c'est aussi la possibilité pour certains de faire le petit tour de l'usine comme vous pouvez le voir en vidéo. D'accord. C'est l'occasion de venir voir où a été conçu et comment a été fabriqué ce vélo. C'est une expérience assez unique et sympa. Je confirme que le fait de venir directement à l'usine et d'avoir cette petite visite privée, ça change vraiment la donne. Parce qu'effectivement, une fois sur place, on se rend mieux compte du travail qui est fait derrière. Et puis aussi de se rendre compte un peu des différentes peintures, des différentes teintes, des différents modèles. Je trouve que c'est super intéressant de voir ça en vrai plutôt. Alors le configurateur, franchement, il est super pour avoir vu les coulisses tout à l'heure, mais je trouve que ça remplacera pas le plaisir de voir en direct le rendu des peintures, voilà, sur les cadres existants ou les cadres de vélos qui sont prêts à partir. Ça peut même vous influencer et vous faire changer d'avis une fois sur place. Donc clairement je vous invite à venir ici si vous voulez découvrir la marque Origine. Quand on a la chance de pouvoir venir visiter, on se rend bien compte du travail qui est fourni derrière. On se rend compte de la chance d'avoir une marque française ici à disposition. Bon voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'usine. Alors il y a déjà quand même pas mal de vidéos qui ont été tournées dans le secteur. Notamment, je vous invite à aller voir celle réalisée par Stéphane de chez Gravel & Bike. Qui a bien détaillé tout ça. Donc après voilà, les contenus sont à peu près similaires. Une visite d'usine c'est un peu toujours on va dire à peu près toujours la même chose. Moi j'étais venu spécialement pour la gamme VTT pour découvrir un peu plus le Naja. J'espère que cette visite vous aura plu et puis à bientôt en vidéo et dans les randos. Allez, ciao.